Oh là là, que de fébrilité! Maintenant qu'on a le micro, on va pouvoir commencer. Merci d'être là, tous et toutes aussi nombreux. C'est toujours le truc, si vous voulez vraiment avoir du succès dans un événement, prévoyez une salle plus petite puis plus de monde. Euh, Merci d'être là tôt ce matin, surtout compte tenu qu'on risque tous et toutes de veiller très tard aux petites heures du matin cette nuit. Je m'appelle Karel Méran, je suis président directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Rapidement, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la Fondation du Grand Montréal, c'est 800 fonds philanthropiques qui totalisent presque un demi-milliard d'actifs, près de 25 millions de subventions annuellement dans le secteur de la culture, dans le secteur social, environnemental aussi, santé, éducation, en fait, toutes les causes philanthropiques, mais sur le territoire qui est celui du Grand Montréal. La semaine dernière, la FGM a été nommée au 11e rang des fondations les plus équitables au Canada. On est très, très fiers de ça. Notre rôle, c'est de mobiliser les ressources philanthropiques, de catalyser des initiatives philanthropiques dans la communauté, aussi d'amplifier les voix et les connaissances, notamment via des études dans la série des signes vitaux comme celle qui est lancée aujourd'hui puis qui nous réunit. En résumé, la FGM, c'est le pouvoir de la philanthropie collective. Si vous avez un projet philanthropique, venez nous voir en premier. Certainement qu'on peut vous aider à le faire avancer puis à l'amener puis lui donner plus d'impact. Mais avant de commencer, je voudrais prendre le temps de reconnaître les premiers peuples qui ont habité les terres où nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, la Fondation du Grand Montréal tient à reconnaître la présence ancestrale des communautés Kanien'kehá:ka, de Kanawake et Kanesatake, qui occupent historiquement le territoire aujourd'hui connu comme le Grand Montréal. Elle désire aussi souligner que ce territoire a également accueilli au fil du temps plusieurs nations autochtones qui s'y sont établies à différents moments dans l'histoire. Encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, incluant des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, réside sur ce territoire dans des conditions socio-économiques variées. Ce territoire a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les premiers peuples et est historiquement le lieu où la Grande Paix de Montréal a été signée par 39 Premières Nations en 1701. C'est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation et en s'inspirant des savoirs des premiers peuples que la FGM œuvre aujourd'hui au mieux-être des communautés et à la protection du territoire du Grand Montréal aujourd'hui et pour les générations à venir. Quand on parle aujourd'hui d'iniquité territoriale, je pense que je nous invite à garder en tête que dans les cultures autochtones, dans la philosophie autochtone, il y a une unicité entre l'individu, la communauté et le territoire. L'individu ne peut exister sans la communauté et la communauté ne peut exister sans un territoire qui est sain et qui est viable. Et aussi, cette communauté-là, elle se voit non seulement aujourd'hui, mais dans le temps. Aujourd'hui, on fait une étude qui essaie de réconcilier ces notions-là d'individu, de communauté puis de territoire. Donc, c'est peut-être, d'une certaine façon, une étude qu'on fait avec comme je dirais, nos modes de pensée modernes, mais qui rejoint ce que les savoirs traditionnels autochtones nous enseignent depuis longtemps. Alors, j'en viens maintenant à l'étude d'aujourd'hui. La Fondation du Grand Montréal publie depuis maintenant plusieurs années, depuis 2006, des rapports qu'on appelle dans la série des signes vitaux. Donc, c'est une série de rapports où on publie des données sur différents enjeux de la communauté du Grand Montréal. Et l'idée est toujours d'amener des données probantes qui permettent aux décideurs publics, autant qu'aux intervenants du milieu, de prendre des décisions en se fondant sur des données et puis des analyses éclairées. Donc, notre objectif vraiment, c'est de stimuler la recherche de solutions puis la mise en œuvre de solutions concertées, adaptées à notre population, à notre territoire. Mais évidemment, la FGM ne se tarde pas d'avoir toutes ces connaissances-là. C'est pourquoi on travaille toujours en collaboration, en partenariat avec d'autres organisations, cette fois-ci avec Vivre en Ville. Et dans les dernières années, on fait des projets peut-être que vous connaissez. Par exemple, on a été impliqué dans la naissance des indicateurs de bien-être du Québec avec le collectif G15+, les indicateurs vitaux du Grand Montréal avec la communauté métropolitaine de Montréal. On a aussi publié des signes vitaux sur les questions du logement, sur la situation des femmes et des filles dans le Grand Montréal. Donc, différentes thématiques, toujours dans l'idée de nourrir la réflexion et les interventions. Et donc aujourd'hui, on parle d'inéquité territoriale et on a donné le mandat à Vivre en Ville de travailler là-dessus avec nous. On le sait, il y a des endroits où la pauvreté, l'exclusion et l'isolement sont plus répandus.
Et ces endroits-là sont aussi ceux où la nature, les espaces publics, les infrastructures collectives sont les moins accessibles. Hein. Donc, on a vraiment une superposition de différentes iniquités. C'est aussi dans ces endroits-là, dans ces zones-là où les conséquences de la pollution, les changements climatiques se font sentir le plus durement, tout comme celle de la crise du logement. Ce sont aussi des lieux où les populations immigrantes, racisées ou autochtones sont systématiquement surreprésentées. Donc, on parle souvent, on se dit toujours, ben non, tu sais, des inégalités systémiques dans notre monde aujourd'hui, il n'en existe plus, tout va bien, mais en réalité, on a encore les inégalités présentes sur nos territoires, bien visibles, si on se donne la peine de regarder, qui datent au fait, qui remontent à des situations des dernières décennies ou des derniers siècles dans certains cas, tu sais, où on a vraiment du racisme ou des questions de discrimination dans nos systèmes jusqu'à dans l'implantation sur nos territoires. Donc, ce n'est pas un constat qui est nouveau, mais souvent qui est négligé. On espère que cette nouvelle étude va faciliter à tous les niveaux une meilleure compréhension de notre territoire et de ceux et celles qui l'habitent et qui encouragera les prises de décision audacieuses par nos leaders dans tous les milieux. Il y a des investissements à faire et si on veut réussir à rehausser le niveau de vie et la qualité de vie de certaines populations, il va falloir se donner la peine de faire les investissements dans des infrastructures adéquates dans des quartiers ciblés. En terminant, je veux remercier Vivre en Ville pour tout son travail d'idéation, de recherche, d'élaboration du rapport. J'ajouterais, je voudrais juste aussi remercier Vivre en Ville d'exister. Comme vous savez, ça fait quand même, j'ai un long historique avec Vivre en Ville. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas membre honoraire encore ou quelque chose comme ça, mais on fait beaucoup de choses ensemble depuis des années. Je considère que c'est des amis. Et je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au projet parce qu'on a fait intervenir différents acteurs du milieu, puis on sait qu'on est très, très sollicité. Puis quand on se fait demander notre avis, c'est le fun, mais quand on se fait demander notre avis à l'année longue tout le temps, ça devient dur de participer à tous ces projets-là. Et je sais que c'est des heures que souvent vous n'avez pas, mais que vous avez contribué au projet. Alors maintenant, c'est le temps de passer à l'action et merci beaucoup. Je passe la parole à mon collègue et grand ami Christian Savard. Merci Karel. Moi aussi, j'avais dans mon mot le fait de souligner que ça fait 15 ans qu'on fait des bons coups et des mauvais coups, mais des mauvais coups dans le bon sens du terme. Là. Ça fait presque 15 ans qu'on en fait ensemble, donc merci pour les collaborations des dernières années. Merci à la Fondation du Grand Montréal d'effectivement nous avoir fait confiance. Vous nous avez donné le mandat. Je ne pense pas qu'on vous aurait laissé pas nous le donner. Tellement on avait envie de travailler sur cet enjeu-là parce qu'il était très important pour Vivre en Ville. Et là, permettez-moi une note même un peu personnelle parce que c'est un enjeu qui est très, très important pour moi. Je viens d'une famille du côté paternel, 16 enfants, du côté maternel, 7 enfants qui ont donné quelque chose entre 35 et 40 cousins et cousines que j'ai. Je ne serais même pas capable de toutes vous les nommer. La petite, où est-ce que je vais aller avec ça? C'est que sur ces 35 cousins et cousines-là, nous ne sommes que 2 à avoir fait des études universitaires et je suis le seul à avoir un diplôme de maîtrise. Donc, je le sais que d'où on vient a une importance et une grande importance où est-ce qu'on va atterrir dans la vie. Et c'est pour moi un devoir de faire en sorte que ces chances-là soient le plus égales possible. Et donc, je le vis un peu personnellement. Et un autre aspect un peu personnel, je vais vous lire une petite citation. Dans ce contexte, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une ville qui offre des rues animées, où il fait bon se promener, dispose d'un avantage intéressant. Toutefois, c'est pour les populations les plus vulnérables de nos sociétés qu'il faut ramener la vie dans nos rues. Les personnes âgées, les enfants, les moins bien nantis n'ont très souvent que la rue comme vitrine sur le monde extérieur. C'est notre devoir de leur offrir un environnement accueillant. Comme ça, ce n'est pas une citation grandiose, je ne le dirais pas. C'est juste qu'elle date de novembre 2002, d'un travail de maîtrise qui s'appelait la rue comme espace social. Donc, il y a 22 ans. Donc, la question des plus vulnérables et de comment nos villes sont construites me suit depuis toujours. Et
Vivre en ville est reconnu comme une organisation souvent à caractère environnemental. Il n'y a pas une consultation sur les gaz à effet de serre qu'on n'a pas participé depuis 15-20 ans. Toujours cette notion-là, mais il y avait quelque chose en nous, puis je dirais en moi, que l'aspect social est primordial et souvent sous-estimé. Et donc, merci à la Fondation du Grand Montréal de nous avoir donné l'opportunité de travailler là-dessus enfin et de pousser plus loin la réflexion et de contribuer à ça. Pour moi, c'est un grand accomplissement personnel et ça va rester important. Parce qu'on le sait, nos villes, on va avoir besoin de profondes transformations des milieux de vie pour faire face aux crises climatiques, pour faire face aux crises du logement, pour faire face aux crises de la mobilité. On n'aura pas le choix de transformer nos villes. Mais il va falloir faire des choix, il va falloir prioriser. Si on a une approche universelle, qu'est-ce qui arrive toujours? C'est toujours les mieux organisés, les mieux éduqués qui vont chercher la part du lion. Il y a eu récemment, vous l'avez peut-être vu, les ruelles vertes. Où est-ce qu'ils se font les ruelles vertes là, qui sécurisent les milieux de vie? Bien, dans les gens qui sont plus organisés pour les faire. Donc, c'est d'où l'importance de rappeler le message qu'il y a dans le rapport qui va vous être présenté tantôt. C'est très important parce que sinon, ben, ça va toujours être les mêmes qui vont avoir les choses. Donc, et je le dirais, il y a certains d'entre vous qui vont dire, mais il me semble qu'on sait déjà tout ça, hein, Christian, il me semble qu'on a déjà eu des rapports, il y a eu la santé publique la semaine passée, la Ville a sorti des indicateurs là-dessus. Il y a une chose dont je suis sûr depuis 20 ans, c'est qu'il faut répéter les messages, il faut les répéter sous des angles différents et des personnes différentes les disent. Parce que sinon, ça passe pas le mur des politiques publiques, ça passe pas le mur de nos élus. Mais si on est plusieurs à le répéter de manière différente, on peut commencer à faire des gains. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de s'impliquer et c'est pour une des raisons pour lesquelles on a voulu très fort travailler sur ce rapport-là. Donc, je tiens à remercier l'équipe qui a travaillé là-dessus. Parce que c'est tout un défi. Hein. C'est pas facile de faire parler souvent les données. Ça demande une très grande rigueur intellectuelle. Ça demande aussi, quand on parle de ces enjeux-là, d'aller sur le terrain, de parler au monde pour pas que ces données-là soient désincarnées. Et je pense que l'équipe de projet a réussi ce défi-là. Donc, permettez-moi de les nommer. Florence Desrochers, conseillère équité territoriale, Léa Hillardeau, coordonnatrice équité territoriale, Brigitte Lavallée, coordonnatrice design urbain et aménagement, Marianne Turcotte-Plamondon, conseillère équité territoriale et vieillissement actif à Vivre en Ville, qui ont fait tout un travail dans la dernière année et un peu plus pour arriver aux résultats qu'on va vous présenter. Je tiens également à souligner le travail de Jeanne Robin, directrice principale à Vivre en Ville. Quand il y a quelque chose d'impossible à réussir, il faut que tu demandes à Jeanne Robin et elle va finir par le réussir. Donc, vraiment, merci. Je terminerai avant de leur passer la parole, de faire du pouce sur ce que Karel a dit sur le lien entre la communauté, l'individu et le territoire. Une des convictions que j'ai, c'est un des meilleurs remparts qu'on a contre la polarisation qui est à son comble actuellement chez nos amis américains et qui va se dénouer ou pas ce soir. Un des meilleurs remparts, c'est avoir un fort sens de la communauté. Une communauté, ça ne peut pas se bâtir que virtuellement. On connaît les limites des réseaux sociaux qui contribuent plus à cette polarisation-là. Le sens de la communauté se bâtit sur les liens qu'on a dans nos milieux de vie, dans nos quartiers. Mais ça, il faut rester tout le monde à bord et il faut que les milieux de vie soient positifs pour tout le monde. Donc, là-dessus, je passerai la parole à Jeanne Robin et Léa Hillardeau qui vont vous présenter l'étude. Merci. Bonjour. C'est un gros... Oui, maintenant mon micro fonctionne. Je vais attendre que Léa vienne s'installer à côté de moi. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir de voir cette salle pleine là. On n'en doutait pas, mais on est quand même heureuse de vous voir avec nous.
Je m'appelle Jeanne Robin, je suis directrice principale de Vivre en Ville. Je suis accompagnée par Léa Hilardo, qui est coordonnatrice équité territoriale. Et c'est à nous que revient le défi de vous présenter le rapport Sine Vito du Grand Montréal sur les iniquités territoriales. Alors, on ne va pas le résumer. Ce rapport fait 136 pages, mais je vous rassure, il y a quand même au moins 10 pages de remerciements et 20 pages de méthodologie. Oui. Fait qu'il reste juste à peu près une centaine de pages à absorber. Donc on ne le résumera pas, mais notre objectif, c'est de vous le présenter suffisamment pour vous donner le goût d'aller le télécharger, de le lire, de le diffuser, d'en discuter et pourquoi pas de l'utiliser dans votre travail ou votre engagement personnel au quotidien. Je remercierai d'abord toutes les personnes et les organisations qui nous ont accompagnés tout au long de la réalisation de ce rapport-là. C'est pas un travail que Vivre en Ville et la Fondation du Grand Montréal ont fait toutes seules. On a notamment été accompagnés tout au long du processus qui a duré plus d'1 an par un comité de pilotage que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc toutes ces organisations-là nous ont aidés à réfléchir, à ajuster les données qu'on utilisait, à réviser le rapport, nous ont accompagnés pour s'assurer de ne pas laisser d'angle mort, pour nous rassurer sur ce qu'on présentait, pour nous demander d'aller plus loin ou dans certains cas nous dire qu'il ne fallait pas aller trop loin dans ce domaine-là et qu'il fallait être raisonnable sur le contenu du rapport. Donc un énorme merci à toutes ces organisations-là dont des représentants et représentantes sont dans la salle. Ça fait aussi très plaisir de vous voir. Les signes vitaux du Grand Montréal sur les iniquités territoriales constituent un diagnostic partagé. Oui, on a fait un important travail de recherche documentaire, de revue de littérature, d'analyse de données, mais on a surtout travaillé avec des organisations du terrain pour s'assurer que le diagnostic, on le posait ensemble, que les pistes d'action, on les élaborait ensemble pour que ça constitue vraiment un outil produit par et pour la communauté, pour qu'il soit utilisable par toutes ces organisations-là. Et une des premières réflexions qu'on a eues en commençant à travailler le rapport, c'est « Ok, on travaille sur les iniquités territoriales, c'est quoi ça, des iniquités territoriales ?» Donc je vais laisser Léa vous l'expliquer. Merci Jeanne. Et ben pour qu'on puisse parler d'iniquité territoriale, il faut que la distribution des nuisances, des risques, mais aussi des éléments bénéfiques associés au milieu de vie, elles réunissent cette distribution-là 4 caractéristiques. Il faut que la distribution elle soit différenciée. Donc, c'est-à-dire, on prend un indicateur, on prend une donnée, on regarde sur le territoire, il y a des disparités. Mais il faut aussi que cette disparité-là, cette distribution, elle soit injuste. C'est-à-dire que souvent, elle va se faire au détriment des secteurs, des populations qui cumulent des facteurs de vulnérabilité. On va aussi parler d'une distribution qui a un caractère systémique dans le sens où elle est souvent le résultat de décisions qui sont prises au fil du temps puis qui tendent à se renforcer les unes ensemble, puis elle a un caractère évitable évidemment parce que des actions et des décisions pourraient faire que la situation soit autre. L'approche territoriale de l'équité, on le sait que l'aménagement du territoire c'est un déterminant majeur de la santé. Le territoire, c'est donc un possible producteur, mais aussi un possible réducteur des inégalités. Et ce que ça nous a amené à faire, donc, c'est de concentrer notre regard sur les secteurs où se concentrent plusieurs formes de vulnérabilité. On sait qu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité. On peut parler de l'âge, du genre, du statut d'immigration. On a choisi, nous, de nous concentrer sur la question du revenu. Et là, donc, apparaît à l'écran. Le revenu, en fait, tout simplement, il est à l'intersection de différents facteurs de vulnérabilité. C'était aussi par souci de compréhension, de simplification de notre méthodologie. Donc c'est ça, à l'écran, vous voyez les secteurs de recensement où on trouve 15% et plus de personnes à faible revenu. On a choisi comme mesure de pauvreté, la méthodologie est détaillée dans le rapport, la mesure de faible revenu après impôt. C'est une mesure qui est simple à utiliser, à suivre dans le temps. On voit donc que les secteurs où se concentre la pauvreté sont donc au centre, à l'est de l'île de Montréal, puis dans les quartiers denses de Laval et de Longueuil. Excusez-moi. Voilà. On peut voir donc que aussi ces calculs-là nous permettent d'avancer que 58% des ménages à faible revenu
vivent dans un secteur défavorisé, donc en orange sur la carte, mais que donc 42% des autres vivent à l'extérieur de ces secteurs-là. Ce que cette donnée-là nous indique, c'est qu'il existe une certaine concentration de la pauvreté sur le territoire du Grand Montréal, mais elle reste plutôt modeste. C'est un peu plus d'une personne pauvre sur deux qui vit dans un territoire pauvre. Ce que ça nous indique donc, c'est aussi que les ménages à faible revenu, ils sont présents partout sur le territoire. Et donc, que l'étude des iniquités territoriales, elle ne nous permet pas de rendre compte de l'ensemble des expériences vécues par chaque ménage défavorisé. Et ça nous permet donc de passer un message important qui est le fait que l'étude des iniquités territoriales, elle ne peut pas remplacer, mais elle vient compléter les autres mesures de lutte contre les inégalités, parce que les inégalités, elles sont vraiment partout finalement sur le territoire. Alors, pour étudier les iniquités territoriales, notre réflexion de base, ça a été que chaque milieu devrait offrir des caractéristiques favorables à l'épanouissement de chacun et à sa qualité de vie. On s'est basé sur la définition d'un milieu de vie complet selon Vivre en Ville, qui considère qu'un milieu de vie complet, c'est un milieu qui permet à chaque personne, indépendamment de ses moyens financiers et de ses capacités, de trouver réponse à l'essentiel de ses besoins. Et c'est aussi un cadre de vie qui est favorable à la santé et à la sécurité des personnes et donc qui assure leur épanouissement. Pour qualifier à quel point les milieux de vie sont des milieux de vie complets, on a analysé 19 caractéristiques qu'on peut regrouper en 4 dimensions. L'habitation, bien entendu, les ressources de proximité, donc le fait de trouver à proximité de chez soi des commerces, des services, des équipements publics, la mobilité qui doit permettre à chaque personne de se déplacer en sécurité, efficacement, et aussi d'atteindre les ressources qui ne sont pas disponibles à l'intérieur du quartier lui-même, mais qu'il faut aller trouver plus loin, et les risques environnementaux, dont certains sont de plus en plus prégnants avec le changement climatique. Voici ce que vous trouverez dans le rapport quand vous allez le consulter après l'avoir téléchargé. Ça, c'est un exemple de caractéristique sur laquelle on a choisi de travailler. On s'est penché sur l'environnement routier autour des écoles primaires publiques. Une donnée inédite qu'on a analysée à partir de données disponibles, cela dit. L'indicateur que nous avons choisi, c'est la part du réseau routier constitué de voies majeures dans un périmètre de 1200 mètres autour des écoles primaires. Donc on a fait le choix d'un indicateur concret, puis c'est ça qu'on a essayé de faire dans chacune des caractéristiques qu'on a étudiées. Ici, cet indicateur-là, c'est tout simplement 1200 mètres, c'est à peu près la distance maximale que des enfants vont parcourir vers l'école primaire. Donc la part du réseau routier qui est constituée de voies majeures, c'est ça qui fait en sorte que les enfants vont être sur un milieu qui est agréable, sécuritaire ou au contraire un peu problématique à traverser, ce qui va nuire à leur autonomie. Donc ça a guidé notre choix de l'indicateur. On voulait que ce soit des indicateurs compréhensibles facilement et qui portent un peu en eux-mêmes les solutions. C'est pour ça que d'une manière générale, dans le document, vous ne trouverez pas d'indices qui mettent en relation trop de données différentes parce qu'on voulait que ce soit d'emblée utilisable. Pour chacune des caractéristiques, on a fait donc une analyse statistique sur l'indicateur choisi lorsque c'était possible. On a décrit la distribution de la caractéristique sur le territoire pour regarder comment elle se répartissait. On a identifié de façon sommaire, donc sans les citer nécessairement tous, mais les secteurs défavorisés qui sont les plus concernés par la problématique, soit parce qu'ils scorent positivement ou négativement sur ces éléments-là. Et on a fait bien entendu une analyse cartographique. Donc dans chacun des indicateurs où on a pu le faire, on a une représentation cartographique qui permet d'identifier plus en détail les secteurs où c'est problématique, de zoomer donc, sur les secteurs qu'on veut étudier puis qui présentent l'essentiel de l'information. On a aussi dans l'analyse des caractéristiques parfois évoqué les causes profondes de la création des iniquités, identifier certains facteurs aggravants, notamment par rapport aux vulnérabilités personnelles de la population. Et dans certains cas, on ouvre vers des données qui seraient intéressantes à réunir, à combiner pour approfondir l'analyse, mais qu'on n'était pas en mesure de réaliser dans ce rapport-là. Puisqu'on voit
ici, avec l'analyse de l'environnement routier autour des écoles primaires publiques, c'est que la situation d'iniquité, elle est très forte, puisque seulement 6% des écoles primaires dans les milieux défavorisés ont un environnement qui est à peu près exempt de voies majeures à traverser ou sur lesquelles circuler par les enfants, alors que c'est 22% des autres écoles qui ont un environnement routier apaisé, disons. Ce que vient de présenter Jeanne, c'est ce qu'on a résumé finalement dans un tableau comme faisant partie d'une distribution inéquitable généralisée. Donc les données, les indicateurs finalement qui se retrouvent dans cette catégorie-là, c'est comme nos calculs nous ont montré vraiment une différence majeure entre secteurs défavorisés et les autres secteurs. On a aussi une autre catégorie on a qualifiée de distribution partiellement inéquitable, donc dans les cas où finalement certains secteurs défavorisés étaient vraiment concernés par la problématique, mais ce n'est pas l'ensemble des secteurs défavorisés du Grand Montréal. La distribution inéquitable n'est pas claire, ou en tout cas elle nécessite qu'on la caractérise mieux. Et également, notre étude, nous, elle porte vraiment sur la distribution géographique des éléments. Puis il y a plusieurs des dimensions où, finalement, on a regardé que la distribution géographique, ça nous laisse des angles morts. Par exemple, notamment, la question de l'environnement alimentaire. On peut avoir une épicerie près de chez soi, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on y a vraiment accès, parce que l'aspect économique est vraiment majeur. Ou bien, finalement, pour les organismes communautaires, les besoins des populations, des communautés locales, ils sont différents selon les territoires. Donc là, on a essayé de détailler justement que l'analyse de la distribution, elle est pas suffisante. Globalement, en matière de distribution inéquitable généralisée, les risques environnementaux ressortent de façon très, très claire et très nette, puis ils se renforcent mutuellement. Pour ce qui est de la distribution partiellement inéquitable, on retrouve beaucoup d'enjeux autour de la mobilité. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Puis tout ça est détaillé dans le rapport, évidemment. Et l'habitation, c'est une dimension donc, qui est un peu à part, parce que finalement, les dysfonctionnements du système d'habitation, ils constituent plus un facteur aggravant des inéquités territoriales. Puis Jeanne va pouvoir vous en parler un peu plus. Là, on arrive à la présentation de quelques-uns des faits saillants. Puis pour celles et ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas encore procuré les faits saillants, ils sont téléchargeables en ligne, mais ils sont aussi imprimés ici à l'avant. Vous pouvez aller au kiosque de Vivre en Ville, disponible en version française et en version anglaise. Donc, si on vous en présente quelques-uns, avant même la crise de l'habitation, la répartition du parc immobilier sur le territoire, c'était un facteur aggravant des inéquités territoriales. Pourquoi ? Parce que la façon dont le parc immobilier résidentiel est réparti, ça constitue une barrière à l'exercice du choix résidentiel. Les personnes et les ménages qui ont des faibles revenus ne choisissent pas vraiment où elles vont s'installer sur le territoire. En réalité, elles vont s'installer là où le marché le permet. Et vous voyez que la répartition du parc locatif sur le territoire du Grand Montréal, elle est vraiment très, très disparate. Le locatif est très concentré sur l'île de Montréal en particulier, où on trouve 60% de locatifs, alors qu'on trouve seulement 23% de locatifs sur la couronne sud, par exemple. Ça va avoir une incidence sur la capacité des personnes à choisir d'habiter dans un milieu de vie. C'est ce qu'on observe pour le parc locatif, on l'observe également pour le parc de logement social et à but non lucratif. Ici, vous voyez par exemple la répartition des logements HLM, où on constate que dans certains secteurs, on en trouve jusqu'à 8%, particulièrement dans les quartiers centraux de Montréal. Mais dans d'autres secteurs, il n'y a vraiment pas du tout de parc HLM. Donc, si vous êtes une personne, une famille qui ne peut se loger que dans le logement social, en réalité, les milieux de vie auxquels vous pouvez prétendre, dans lesquels vous pouvez choisir de vous installer, c'est un très petit nombre de milieux de vie. Ça restreint vraiment l'accès au territoire. Ce constat-là, d'ailleurs, ça nous amène à insister sur le fait que c'est une responsabilité collective d'assurer les qualités des milieux de vie, particulièrement où se concentrent les personnes vulnérables, puisque ce n'est de toute évidence pas nécessairement un choix d'habiter dans ces milieux de vie-là. Autre fait saillant, on a analysé la répartition, l'accessibilité piétonne aux services et aux commerces de proximité. Une donnée d'ailleurs qui est rendue disponible par la communauté métropolitaine de Montréal dans son analyse préparatoire au plan métropolitain d'aménagement et de développement. La caractéristique qu'on a étudiée là-dessus, donc c'est l'accès à pied aux commerces et services.
Et on constate que c'est une distribution qui n'est que partiellement inéquitable. Il y a beaucoup de secteurs défavorisés qui présentent un très bon accès au commerce et aux services, mais par contre, on se rend compte que en dehors du centre, des quartiers centraux de l'île de Montréal, les secteurs défavorisés ont un mauvais ou un très mauvais accès au commerce et aux services. Ce qui est particulièrement problématique pour des personnes, des ménages pour qui la motorisation individuelle peut représenter une part trop importante du budget des ménages. Donc ça les prive vraiment d'un accès qui serait pourtant essentiel. Concernant la mobilité, on se retrouve un peu dans le même cas finalement. D'ailleurs, pourquoi l'importance de regarder cet enjeu-là? L'accès aux infrastructures de transport en commun, ça peut autant contribuer à être un vecteur d'équité parce que ça donne accès justement à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, à la vie culturelle, mais donc peut aussi être un moteur d'exclusion sociale et économique. Donc on a fait ce travail-là de cartographier finalement la couverture par le réseau structurant de transport en commun. Donc même constat à peu près, les secteurs défavorisés qui sont excentrés ont un très très mauvais accès justement aux services de transport en commun. Puis ça, c'est en première section du rapport, on fait un peu une analyse historique de comment la pauvreté a évolué dans le Grand Montréal. Puis c'est une dynamique qu'on voit, la pauvreté tend à s'éloigner des quartiers centraux de plus en plus. Donc c'est d'autant plus important de se pencher là sur justement, il y a quelques décennies, on ne voyait pas de concentration de pauvreté, particulièrement sur la rive nord ou rive sud, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est d'autant plus préoccupant de s'attarder à ces milieux de vie-là. Concernant les risques environnementaux, un des faits saillants, notamment les zones d'exposition à la pollution atmosphérique routière. En milieu urbain, finalement, ce qui va contribuer le plus à la pollution atmosphérique, c'est le trafic routier. Donc on a pris comme proxy les zones à 150 mètres autour d'une voie de circulation majeure. C'est là où la pollution est la plus concentrée. On le voit un peu visuellement, justement, les quartiers centraux sont très concernés par cette problématique-là. On a une distribution qui est clairement inéquitable. C'est 45% de la superficie des secteurs défavorisés qui est située dans un rayon de 150 mètres d'une voie de circulation majeure contre 15% pour les autres secteurs. Donc c'est ça, vous imaginez ensuite les problématiques d'îlots de chaleur avec les voies de circulation majeures et de bruit, évidemment, car le trafic routier est aussi le premier émetteur en milieu urbain. Ce que ça nous a permis de dégager de grands profils de secteurs qui cumulent des iniquités. Premièrement, des secteurs qui sont moins bien pourvus en équipement, en infrastructure et en services, donc qui ont en même temps un faible accès aux ressources de proximité, mais qui ont aussi une situation défavorable sur le plan de la mobilité, que ce soit aussi l'accès aux infrastructures cyclables, etc. Donc on va parler souvent plus de secteurs excentrés. Et d'une autre part, des secteurs qui sont plus exposés aux risques et nuisances d'origine anthropique, donc qui cumulent un profil préoccupant sur le plan des risques environnementaux. Là, on est plus sur justement des secteurs centraux et plus densément peuplés, où finalement se concentrent aussi les logements sociaux et locatifs. Évidemment, certains secteurs combinent ces deux profils-là, puis c'est ceux-là les plus préoccupants, et ce sont souvent des secteurs qui sont à la fois denses, mais aussi excentrés. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait choisi des indicateurs suffisamment concrets pour être en eux-mêmes porteurs des pistes de solutions, puis des améliorations potentielles pour résoudre le problème d'iniquité territoriale, mais ça a été unanime, la demande qui nous a été faite de consacrer une section importante du rapport à l'identification de pistes d'action, de priorités d'amélioration du cadre bâti et de l'espace public. Donc la conclusion du rapport est vraiment concentrée aux solutions qui ont été imaginées justement avec les personnes qu'on a consultées sur ces éléments-là. On ne va pas toutes vous les présenter, mais on voulait quand même vous parler de quelques priorités d'amélioration dans chacune des dimensions qu'on a étudiées. En matière d'habitation, tout d'abord, vraiment ce qui ressort de manière très forte, c'est qu'une mesure prioritaire, c'est d'augmenter l'offre en logement social dans les milieux qui sont les plus complets, qui ont les caractéristiques les plus favorables.
justement pour éviter que des personnes soient forcées de les quitter avec l'augmentation des prix de l'habitation, donc pour éviter les délocalisations forcées, vraiment faire un effort d'augmentation de l'offre de logement social. Évidemment, augmenter l'offre de logement locatif un peu partout sur le territoire et d'une manière générale, créer un contexte d'abordabilité résidentielle. On le sait tous, on est dans une crise de l'habitation qui impacte d'autant plus les personnes les plus vulnérables et celles à faible revenu. En matière d'accès aux ressources de proximité, c'est intéressant parce que le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est actuellement en consultation fait de la ville des 15 minutes un de ses piliers, une de ses approches. Et la recommandation qu'on fait dans le cadre de ce rapport-là, c'est d'adopter une lunette équité dans la mise en œuvre de ce principe-là, donc de se concentrer sur les secteurs défavorisés en priorité, puis de mettre les efforts nécessaires pour justement y améliorer dans ceux dans lesquels c'est inexistant, l'accès aux ressources de proximité. On a aussi mis de l'avant dans le rapport le fait que parmi les services, il y a aussi les services publics et que certains services publics sont peu accessibles, en particulier dans des secteurs défavorisés. On parle de CLSC, par exemple, on va parler de bibliothèques qui sont historiquement installées au cœur des quartiers défavorisés, mais qui n'ont pas nécessairement suivi l'évolution de la répartition de la pauvreté sur le territoire. Et une recommandation qu'on fait, c'est qu'il faudrait vraiment faire de la proximité un critère prioritaire dans l'organisation des services publics. Donc au-delà de l'économie des coûts, de la concentration des services, penser vraiment accessibilité, proximité, installation au cœur des milieux de vie en priorité dans les secteurs défavorisés. En matière de mobilité, la priorité évidemment, c'est qu'on constate que les secteurs excentrés et denses, défavorisés, sont particulièrement mal équipés en transport en commun. On le sait, il y a une très grosse iniquité sur le territoire de l'île de Montréal, par exemple, où une fois que le REM de l'Ouest va être en service, l'Ouest va être particulièrement bien desservi. Vous avez pu voir sur la carte qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs défavorisés à l'Ouest. Inversement, à l'Est, il y en a beaucoup. Et on a besoin d'un transport collectif majeur, structurant sur le territoire de l'Est de Montréal. Et dans les autres secteurs qui en sont dépourvus. On a aussi, d'une manière générale, constaté que les secteurs défavorisés sont ceux qui subissent le plus les conséquences de la forte circulation automobile, puis de l'augmentation de la circulation automobile. La qualité de l'air, le bruit, les îlots de chaleur, l'insécurité routière, tous ces éléments-là se retrouvent beaucoup plus fortement dans les secteurs défavorisés. Donc ça nous amène à poser le constat que le virage vers la mobilité durable, c'est une mesure équitable. C'est pas juste une mesure environnementale, c'est vraiment une nécessité. C'est les plus vulnérables qui vont bénéficier des investissements en transport en commun, des investissements dans l'apaisement de la circulation. Donc c'est aussi une recommandation forte qu'on fait. Et puis pour terminer sur la question des risques environnementaux, évidemment, on l'a constaté, il y a une distribution inéquitable généralisée de ces risques-là. Donc on recommande que les programmes soient articulés pour s'implanter en priorité dans les secteurs défavorisés. Puis on le sait qu'il y a déjà certaines mesures en ce sens d'ailleurs, en particulier dans la région de Montréal. Deux recommandations importantes aussi. On a constaté l'importance des organismes communautaires, des tables de quartier en particulier avec lesquels on a travaillé pour créer du lien social. On sait que c'est extrêmement important pour assurer la résilience face aux risques climatiques, notamment aux autres risques environnementaux. Donc c'est s'assurer de les soutenir. Et puis, c'est pas seulement une question de cadre bâti puis d'espace public, mais on s'est permis une petite incursion du côté des programmes de préparation et de rétablissement face aux impacts des changements climatiques, considérant que les personnes défavorisées ont plus de difficultés à s'y préparer. Donc des mesures pas davantage axées sur les personnes que sur le milieu. Évidemment, pour parvenir à faire tout ça, tu peux y aller. Une mention qui nous a souvent été faite, c'est que pour changer notre façon, pour obtenir des résultats différents, il faut travailler d'une manière différente. Et on sait que même si le développement des inéquités territoriales, c'est rarement le résultat d'actions volontaires, c'est souvent le résultat d'une ignorance, d'une négligence, d'un manque de connaissances, du fait que les personnes, Christian l'a bien mentionné, les plus éduquées participent davantage à la prise de décision, les personnes qui ont davantage de temps. Donc, pour transformer notre façon de travailler sur le territoire,
On formule également plusieurs recommandations, en particulier de se baser sur la connaissance et pas seulement sur les demandes citoyennes, de démocratiser la prise de décision et puis de faire du milieu communautaire un allié de premier plan. Comme vous le voyez, c'est un sujet qui nous a passionnés, sur lequel on souhaite continuer de travailler pendant les prochaines années en collaboration avec toutes les personnes et les organisations avec qui on a produit ce rapport, qui pour nous constitue vraiment un jalon dont on souhaite qu'il va changer les manières de faire à tous les paliers de gouvernement. Merci. Christian et Karen nous rejoignent pour la période de questions et il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Valérie va pouvoir vous apporter le micro si vous souhaitez nous poser des questions. On a une quinzaine de minutes. Bonjour, Émilie Terrien pour Hochelaga. Tout d'abord, bravo là, pour cette initiative-là. Nous, c'est vraiment de l'excellente nourriture pour tous nos projets qu'on veut développer. J'aurais une question au niveau de l'accessibilité des données. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller encore plus macro? Est-ce que vous avez l'intention de faire une genre de plateforme avec ça, ou justement pour pouvoir être capable de, par exemple, un secteur cible, de dire, ben, au-delà de regarder chacune de vos belles cartes, de dire, ben, est-ce qu'il y a une superposition prévue avec une plateforme style Google Maps ou autre? Merci. En fait, avec cette étude-là, pas nécessairement. Par contre, il y a peut-être un mois et demi, on a lancé les indicateurs vitaux du Grand Montréal avec la communauté métropolitaine de Montréal, justement avec cette idée-là de pouvoir avoir des données géolocalisées qui sont mises à jour à intervalles réguliers, tout ça. Il n'y a pas toutes les données, malheureusement, parce qu'on n'est pas... on s'est heurté souvent à l'absence de données. Mais par contre, c'est vraiment intéressant. Là, moi, je vous invite à aller consulter le site. C'est l'Observatoire du Grand Montréal. Donc, vous allez sur le site de l'Observatoire du Grand Montréal. Je n'ai pas l'URL par cœur, mais ça se trouve facilement. Là. Puis après ça, on peut jouer avec les données. C'est vraiment intéressant. Puis les cartes sont interactives, puis changent en fonction des données qu'on demande de saisir. Donc, c'est très, très bien fait. Je compléterai en disant qu'on a présenté dans le rapport toute la méthodologie détaillée et les sources de données qu'on a utilisées. Et à peu près toutes les données qu'on a utilisées sont en accès libre. Donc c'est vraiment possible pour n'importe quelle organisation qui voudrait faire un portrait détaillé ou cibler un élément de l'utiliser elle-même. Puis je pourrais peut-être compléter, on a bénéficié beaucoup de l'application du site internet de CurbKit. Je ne sais pas si des personnes sont familières ici avec... C'est aussi une plateforme cartographique de données où, là pour le coup, on est juste sur la ville de Montréal, mais vu que tu as l'air de travailler juste sur la ville, beaucoup des données, que ce soit démographiques, mais également associées au milieu de vie, sont disponibles là-dessus. Donc un autre outil, puis on en répertorie plusieurs des outils de visualisation des données qui pourraient être utiles pour approfondir selon les secteurs. Rapidement, Denise Bellu, membre du Conseil citoyen du Réseau Résilience Montréal, qui travaille avec, coordonné par la Direction régionale de santé publique. Donc, premièrement, bravo. Vraiment, c'est phénoménal. Vous avez couvert énormément. J'ai vraiment hâte de consulter le document en profondeur. Une question concernant des recoupements par rapport à des populations, des groupes d'âge. Évidemment, vous jugerez, d'après mes cheveux gris, que je me préoccupe peut-être de cette population-là. Et appartenant au Réseau Résilience à Montréal, c'est sûr que c'est un domaine où on se demande, est-ce que vous avez fait ce genre de précision-là? Merci. Alors, quand on a fait des tests, finalement, comme on l'a dit, on s'est vraiment basé sur la question du revenu, qui recoupe avec justement plusieurs facteurs de vulnérabilité, mais on a fait des tests justement en regardant où sont les personnes aînées dans le Grand Montréal, puis pour vrai, ça nous donnait des cartes illisibles parce que, on faisait des croisements, par exemple, avec les artères, les intersections, où on sait qu'il y a des enjeux pour la traverse des intersections, et en fait, ces personnes-là sont partout, donc on a essayé d'aller tester
des affaires, puis ça donnait pas. Donc non, pour le coup, toutes nos cartes sont vraiment basées sur le croisement revenu, faible revenu et indicateur, mais comme Jeanne l'a dit aussi, dans tout ce qui est, on a des encadrés, etc. On parle un peu de l'enjeu de l'hiver pour la mobilité, etc. Donc ça va être plus ce qui est rédigé, où ce qu'on a essayé d'aborder des enjeux spécifiques pour certaines populations. Un commentaire additionnel, c'est on sait ça que la santé publique a quand même bien documenté aussi que la circulation automobile est un facteur d'isolement. Et on doit intervenir parce qu'on a une population qui est vieillissante. Et dans le fond, l'idée, moi ce que je trouve intéressant, c'est dans l'étude, toute la question du quartier de 15 minutes avec les services de proximité, puis avec l'apaisement de circulation, ça fait en sorte que les gens peuvent sortir de chez eux et briser l'isolement. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus au Québec, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de résistance à cette idée-là d'apaiser puis de créer des quartiers complets. Ben, il n'y a pas tant de résistance que ça, il y en a quand même qui ont touché à l'automobile. Et souvent, moi, je vois l'argument comme quoi c'est l'automobile qui permet aux aînés d'avoir accès à... Mais en réalité, c'est vrai parfois à certains endroits, mais c'est faux à d'autres endroits. Et puis, il faut être capable d'aller localement, puis je pense documenter. Puis c'est là où les expériences vécues des gens qui vivent sur le terrain sont importantes pour complémenter des données plus macro qu'on a dans une étude comme celle-ci. C'est important d'être capable d'expliquer cette situation-là, parce que je pense que malheureusement, elle n'est pas assez comprise. Oui, bonjour. Mon nom est Josée Demel. Je suis avec le regroupement citoyen Mobilisation 6600 Parc Nature MHM dans Hochelaga Maisonneuve. On mène une lutte pour la protection des espaces renaturalisés, mais aussi, je vais dire de manière un peu plus politiquement correcte, là, pour une espèce de responsabilisation face au développement économique, industriel ou portuaire auquel on fait face. Parce qu'on est dans un secteur qui est au carrefour de plusieurs indices de défavorisation sociale, économique, environnementale, etc. On n'a pas accès aux rives du Saint-Laurent parce que le port de Montréal est installé là. L'idée, c'est pas de se débarrasser du port, mais on est vraiment dans une approche pour essayer de responsabiliser tout le monde. Puis j'ai plutôt que vous poser une question, ben de un, je vais vous féliciter là, pour votre travail, j'ai hâte de me plonger là-dedans moi aussi, mais j'aimerais ça plutôt vous lancer une invitation, parce que M. Savard parlait de l'importance de multiplier les voix qui s'adressent à différentes instances. Nous, en ce moment, on est devant l'Office de consultation publique par rapport au projet de Raymond Logistique, mais on peut aborder d'autres sujets aussi, entre autres le fait que notre secteur doit céder de l'espace pour la construction d'un prolongement autoroutier. En 2024, c'est quand même surprenant, dans un territoire où il y a déjà trop d'îlots de chaleur, pas assez d'espace naturel. Il y a 50 000 personnes environ là, qui vivent aux limites de ce secteur industriel-là qui s'appelle Assomption Sud, Longue-Pointe. Alors, j'aimerais ça vous inviter à lui poser des avis écrits sur les iniquités territoriales, s'il vous plaît, à l'Office de consultation publique. On va avoir quelques jours supplémentaires pour faire ça. On travaille très fort, on utilise beaucoup les documents, les statistiques que vous publiez à travers les années. Mais je pense que c'est important que les organismes, malgré le fait que je comprenne que vous êtes limités dans vos ressources, vous êtes limités dans le temps, etc., vous preniez le temps de rédiger 2 ou 3 paragraphes pour appuyer ce qu'on essaie de faire pour le bien de notre communauté. Merci. Je vais y revenir après. Allez-y. On a une page. Bonjour tout le monde, mon nom est Leonardo, je suis attaché politique, la députée Manon Massé. Puis moi, il y a quelque chose qui m'est resté en tête quand vous disiez ça fait 20 ans qu'on parle du message, ça fait plusieurs personnes doivent nommer, je suis entièrement d'accord. Je suis curieux à connaître le relais parlementaire face à l'explication de l'excellent rapport que vous avez fait aux élus. Puis si la députée Manon Massé peut vous aider là-dedans, on est présent. On va être là aussi.
On va prendre les questions. Oui. Puis si on peut des fois rapper mes réponses, on peut répondre à quelque chose. Ma question a un lien avec l'habitation. Dans le fond, vous dites que l'habitation, c'est comme un enjeu transversal en termes d'équité, mais de favoriser les milieux très denses où est-ce qu'il y a déjà accès à beaucoup de services pour le logement social. Cela dit, il y a beaucoup du parc locatif abordable qui ne se situe pas dans ces quartiers-là. On ne veut pas non plus concentrer le logement social juste dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Donc, votre approche, les recommandations par rapport à ça, ce serait quoi? Donc, vas-y, ouais. Ben, on sait qu'à titre d'exemple, les investissements publics en matière de logement social vont être insuffisants de toute manière. Donc, si on en a à investir, il faut les concentrer au bon endroit. Et ce n'est pas des endroits où est-ce qu'il y a de concentration souvent. Justement, on va amener un peu de mixité sociale à certains endroits qui sont en train de s'embourgeoiser parce qu'ils sont, par exemple, à côté d'une station de métro, puis que vu que c'est à côté d'une station de métro, c'est très attractif. On l'a vu, l'embourgeoisement de certains secteurs de l'Est qui est en train de s'accélérer. Donc, dans nos investissements en logement social, ben, on fait une pierre deux coups en les positionnant aux bons endroits déjà qui ont des bons niveaux de mobilité et d'accessibilité parce que tu viens faire en sorte que ces gens-là vont avoir des options de déplacement, des options de type d'emploi parce qu'ils vont avoir de meilleurs transports en commun, mais également un certain rempart, un embourgeoisement d'un quartier qui, pour tenter d'avoir une masse critique de différents types de populations, donc favoriser la mixité sociale. Pour nous, c'est vraiment une pierre deux coups de miser sur cette stratégie-là. C'est des recommandations d'ailleurs qu'on fait au palier supérieur de gouvernement dans ce temps-là. Oui, complètement. Pour les secteurs du premier type là, dont vous discutiez, ce serait quoi les recommandations? Est-ce que c'est de protéger le parc locatif existant, l'abordable? De quelle manière? C'est du neuf, c'est pas toujours la bonne solution. Donc, est-ce qu'on... Bien, le rendu là, c'est toute la panoplie des stratégies en habitation. Je vous amènerai à porte ouverte un des rapports de Vivre en ville qui dit tout ce qu'il faudrait faire. Et dans certains cas, quand ils ont des mauvais indices d'accessibilité, puis Jeanne l'a mentionné, il faut amener aussi la mobilité pour que ces gens-là soient désenclavés et aient davantage d'options de vie, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour toutes sortes de choses. Donc, il y a vraiment une stratégie qui est double, là, puis qu'on espère que notamment le PUM de Montréal ou le PMAD va renforcer. Merci pour le partage, Rotem Island s'entraide avec le projet Impact Collectif. Félicitations. Je n'ai pas encore lu le rapport, j'ai hâte de lire. Est-ce que vous avez attention avec ce rapport d'outiller les milieux pour avoir une lecture plus fine de leur secteur, leur quartier, pour pouvoir analyser les éléments dans les recommandations à améliorer? Est-ce qu'on peut, dans le rapport, avoir cette granularité par quartier? D'abord, ce rapport-là, c'est vraiment un diagnostic partagé qui a été travaillé beaucoup, en particulier avec les tables de quartier et avec certaines autres organisations communautaires. Donc, l'analyse, elle a été réalisée en partenariat. Puis honnêtement, il y a quand même vraiment beaucoup de compétences dans les organisations de terrain qui nous ont beaucoup aidés à lire certaines analyses, à les nuancer par rapport à leur connaissance du territoire, au vécu des populations sur le territoire. Donc c'est un travail qu'on a commencé à faire, qu'on a fait tout au long de la réalisation du rapport, mais évidemment qu'on souhaite poursuivre. Puis la réalisation des signes vitaux sur les iniquités territoriales, c'est un volet d'un projet plus ambitieux de travail, d'accompagnement auprès des organismes de terrain que Vivre en ville espère bien être en mesure de déployer très prochainement. Qu'on a déjà même commencé justement avec Saint-Henri à Montréal, donc c'est vraiment plaisant de voir que les données, tout le travail réalisé dans les signes vitaux, on peut déjà le déployer à l'échelle dans une seule table par exemple. Donc, Bonjour, Jean-Christophe Filosa, de la Fondation des gardiens virtuels. Nous, on a un programme de travailleurs de rue numérique. Nous, on fait un recoupement avec ce que j'ai pu voir rapidement sur votre rapport. On s'est aperçu que les jeunes qui utilisent le plus le net, passent plus de temps sur le net, vont aussi être sur des territoires ou des iniquités territoriales. Ils ont moins accès à d'autres services puis des choses comme ça.
Donc nous, on fait un recoupement à partir de, pour ça que je vois l'utilité de ce que vous faites et nous, ce qu'on fait au niveau du numérique, bien qu'on touche l'ensemble du Québec. Montréal, c'est un territoire où on a 50% de nos interventions où on fait actuellement. Puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous reviennent. Puis là, entre autres, il y a eu le défi de ne pas être capable de déménager ou des choses comme ça. Donc c'est souvent qui amène soit la violence conjugale ou l'agressivité. On le retrouve à travers votre rapport d'iniquité. Donc bravo pour votre travail. Nous, ça nous met dans la bonne direction. Merci. Merci. On pourrait faire quelqu'un, mais je ne la vois pas, la personne. Merci, bonjour, excellent travail. Merci beaucoup pour le rapport. La question, nous travaillons beaucoup sur justement les enjeux de mixité sociale, de solidarité dans les communautés en lien avec la transition socio-écologique ou justice environnementale. Et nous voyons aussi que oui, nous avons besoin des quartiers qui ne sont pas des ghettos, les quartiers qui ont plus de mixité, plus de solidarité, mais il y a aussi, il s'agit même pas seulement de l'aspect structurel, il y a la polarisation qui sévit aussi dans les quartiers. Nous avons vu plusieurs rapports sur les résistances des résidents, parce que ça affecte le valeur immobilier, les résistances des résidents à la création de logements sociaux dans leur quartier ou à leur proximité, la résistance maintenant à l'existence même des banques alimentaires, qui sont pourtant une ressource absolument de plus en plus essentielle, malheureusement, pour beaucoup. Donc je voulais juste vous entendre là-dessus sur comment, selon vous, on travaille aussi le phénomène, parce qu'il y a le phénomène, pas dans ma cour, il y a le phénomène, donc on peut dire que oui, on va créer plus de logements et ça va amener plus de solidarité, mais c'est pas aussi linéaire dans la réalité. Donc comment est-ce qu'on peut s'adresser aussi à ça? Merci. C'est un très, très bon point, puis quelque chose qui nous inquiète beaucoup. On a des volontés à vivre en ville, justement, de pouvoir contribuer à pousser un peu ces enjeux-là. Pourquoi certaines transformations urbaines? Transformation urbaine, ça peut être une piste cyclable, mais ça peut être l'arrivée de logement social. On commence à le voir. Donc, il y a vraiment des enjeux de solidarité à soulever. On n'a pas toutes les réponses. Juste, puis je mentionnerai, puis ça serait ma remarque finale, pour nous, ce rapport-là, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Au contraire, on veut que ça soit un tremplin vers pouvoir contribuer à davantage de débats comme vous le souhaitiez, puis c'est notre grand drame de ne pas pouvoir tout faire, de pouvoir aller creuser des aspects un peu nouveaux, parce que moi aussi, je suis surpris de voir certaines réactions à des choses très positives comme du logement social puis des levées de boucliers. Ça me fait un peu peur, je dois admettre. Et donc, on veut contribuer à ces débats-là. On a besoin de moyens. On est en train de se donner les moyens de des partenaires qui travaillent avec nous et également de porter cette voie-là à une échelle davantage nationale. Donc, ce n'est que le début, mais merci beaucoup. C'est déjà super riche. Juste les questions, là, c'est encore plus stimulant de continuer. Donc, je voulais juste vous dire, pour toutes les interventions qu'il y a pu avoir, là, où est-ce que des fois, probablement, vous pouvez nous aider, on n'a pas l'intention, c'est pas pour nous, là, on a donné un coup puis on passe à autre chose, là, c'est le contraire, c'est le début d'un travail pour nous. Tu veux du chlore? Ah oui. Bien, merci beaucoup. Alors, on va finir la période de questions ici, puis je vous remercie à nouveau d'être venu. S'il vous plaît, de diffuser l'étude, on veut qu'elle soit lue, c'est ça qui est le plus important. Le faire, c'est une chose, mais ensuite faire en sorte qu'elle se retrouve dans les bonnes mains, c'est une autre chose. Alors, merci encore d'être venu. Merci.